Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus. Alors, comment parler des malaises de la société algérienne? Ces malaises, en réalité, n'ont pas commencé hier. On est peut-être à un moment où on arrive quand même à en parler, ce qui est déjà une très bonne chose. Avant, on ne pouvait pas le faire. Moi, ce livre, je l'ai écrit, je crois, en 2002. Il a été publié en 2002. Je ne pense pas que beaucoup a changé depuis cette période en Algérie, mais il y a quand même la possibilité de débattre. Parce que parler de soi, ça n'est pas facile. Ça n'est vraiment pas facile. Ça n'est pas une posture intellectuelle qui est commode. Donc il faut en principe que des gens aient fait de longues études, etc., pour pouvoir parler de soi-même comme si on parlait d'un autre, c'est-à-dire que parler objectivement de soi. Donc j'avais prévu de faire un PowerPoint, sauf que ça ferait un peu trop formel. Donc je vais essayer de faire un petit résumé de ce que j'ai envie de dire et ensuite laisser la parole à la salle et adapter mon discours finalement à la demande de la salle parce que je ne connais pas exactement ce que les gens pensent, ce qu'ils connaissent de cette question, jusqu'à quel degré ça les intéresse, etc. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit oral qui résume ce que j'avais envie de dire sur le PowerPoint. Le PowerPoint, je peux le laisser si des gens éventuellement s'intéressent à ça, pour voir un peu les détails, les références, etc. Et donc, dans le titre déjà, les malaises de la société algérienne, crise de langue, et c'est les langues au pluriel. En 2000, c'était une espèce de blasphème. Il fallait parler de la langue. C'était la seule qui était la langue et le reste, ce n'était pas des langues. Bon, le français, on l'a accepté, mais c'est une langue étrangère. Mais les autres, ça n'existe pas. Donc il y a une langue, c'est la langue arabe. Et en réalité, la langue arabe, et dans la langue arabe, vous avez ce que les gens oublient, c'est qu'il y a plusieurs types de langues arabes. En Algérie, il y a ce que moi j'appelle l'arabe algérien, qui est parlé spontanément par les gens, et il y a cet arabe que moi j'appelle scolaire, que des gens appellent classique. En fait, il n'est plus classique parce qu'il ne date pas de cette époque-là. D'autres l'appellent Fosha. Fosha, c'est une appellation des grammairiens arabes anciens, donc du 3e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le 9e de l'ère chrétienne, 9e, 10e, c'était vers cette période-là, ils appellent Fosha. Le terme est impropre pour la simple et bonne raison qu'il signifiait langue maternelle à l'époque. C'est-à-dire le fasih, celui qu'on peut qualifier donc d'éloquent, parce que c'était l'éloquence, celui qui était éloquent, c'est celui en fait qui a appris, c'est la définition des grammairiens arabes anciens, c'est celui qui a appris sa langue de son milieu. Il disait min bi'atihi, et de manière naturelle, ou bisaliqa, c'est-à-dire de manière naturelle. Il n'a pas été à l'école pour apprendre la langue. Et jusqu'à aujourd'hui, la distinction entre l'acquisition de la langue, c'est la langue maternelle, donc sans aller à l'école, et l'apprentissage concerne
ce qu'on appelle les langues secondes. Donc c'est pour cette raison-là que je n'appelle pas cet arabe la langue al-Fosha, en dépit du fait que ce terme est très général. Donc on a commencé déjà à rentrer dans les malaises, parce que vous voyez, vous avez d'un côté une langue que le peuple parle, en grande majorité, c'est l'arabe algérien, et de l'autre côté, vous avez une langue qui est celle des institutions, et celle de l'administration et celle de l'État. La communication entre les deux ne se fait pas, elle se fait très mal, à moins qu'il s'agisse de gens lettrés. Or, évidemment, à l'époque où les problèmes se posaient, les gens ne connaissent pas très bien cet arabe dit classique. Si je remonte un peu dans l'histoire de ce problème, parce qu'il faut creuser un peu pour comprendre comment ça s'est passé, en fait, ça s'est passé déjà pendant le mouvement national ou nationaliste algérien avec le PPA-MTLD, le Parti du peuple algérien, mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Vous voyez que ça a triomphé. En 1948, il y a eu le premier problème de définition de la nation algérienne. Et c'est là où, j'allais dire, tout est mal parti. Il y avait deux points de vue. Un point de vue majoritaire, qui était celui de la tendance officielle du parti, qui disait que l'Algérie future sera une république arabe. Alors, arabe, il comporte déjà sémantiquement une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que c'est la langue, mais c'est en même temps l'ethnie. Je reviendrai certainement sur cette question. Donc, il y avait ce courant qui voulait une république, construire une république à l'indépendance, une république arabe. Il y avait un autre mouvement qui était plutôt limité, il était minoritaire, qui était un groupe d'intellectuels et qui voulait au contraire construire une Algérie algérienne. Vous voyez un peu la source du problème. Donc vous avez d'un côté un courant d'intellectuels qui voulait absolument une Algérie algérienne, c'est-à-dire fondée sur ses propres repères définitoires, identitaires et linguistiques. Et un autre courant officiel dominant qui, lui, voulait une Algérie arabe. Ce courant, donc de l'Algérie arabe, faisait un peu dans la tactique. Il pensait qu'en se définissant comme une Algérie à venir arabe, ils auraient le soutien du monde arabe. Parce que combattre à l'époque le colonialisme soutenu par l'OTAN, etc., ce n'était pas une évidence. D'ailleurs, même dans l'esprit des Algériens, j'avais comme l'impression que beaucoup s'étaient habitués à l'idée d'être français. C'était déjà beaucoup de temps depuis que la France était là-bas, que le modèle culturel français était là-bas, et qu'il y a une espèce d'assimilation de l'idée qu'on est d'une certaine façon français. Je crois qu'on reste un peu d'une certaine façon français tout en étant algérien, comme certains Français pourraient probablement se sentir un peu algériens. Donc à l'époque, le courant officiel du PPA et MTLD voulait une Algérie, république arabe, donc qui s'inclurait dans l'unité arabe, dans la nation arabe, la fameuse Oumma
intraduisible d'ailleurs, hein. Nation, c'est pas Oumma exactement, parce qu'il y a une dimension ethnique dans le Oumma qui n'est pas dans la nation. Dans la nation, c'est un concept de politique un peu moderne où l'ethnie, etc., ne fait pas partie. Donc on peut faire partie d'une république, d'une nation, tout en étant chacun d'une ethnie différente. Quoi, le cas de la France le prouve très bien. L'autre courant, donc, a été un peu martyrisé. Il y a même eu des violences contre ces gens-là. Il est resté un document de cette période qui s'appelle Idir al-Watani. Idir, c'est du kabyle. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose. Idir, ça signifie vivre. C'est un prénom. C'est comme le chanteur Idir. Idir, ça signifie qu'il va vivre. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais Idir, ça signifie vivre. Idir, el-Watani, ça veut dire le national. Le national. Je crois que c'était en écho à un livre ou une espèce de pamphlet qui avait été écrit en France où on se disait, est-ce que l'Algérie libre vivra? Donc on leur a répondu, Idir al-Watani. En kabyle, Idir al-Watani, c'est-à-dire la nation algérienne libre vivra. Donc on était déjà dans une espèce de dialectique avec d'un côté le colonisateur et de l'autre avec les représentants officiels du mouvement national. Et en fait, même si on peut trouver des justifications assez sérieuses pour la position officielle. Pourquoi? Parce que vous voyez, la conquête arabe a eu lieu à la fin du 7e, disons le 8e siècle de l'ère chrétienne, et du 8e jusqu'au XVIe siècle, à la venue des Ottomans, les dynasties qui avaient géré l'Afrique du Nord, notamment en Algérie, étaient d'origine berbère. Les Rostémides, donc mozabites à Tiaret, c'était bien sûr des berbères, la dynastie était berbère, même si le chef Ibn Rostom est d'origine iranienne, mais ça s'explique par le rite ibadite qui, lui, ne demande pas à ce que le chef, ils s'appellent imam, mais c'est le chef religieux, c'est en même temps le chef politique. Il ne demande pas à ce qu'il soit de la même nationalité ou de la même ethnie, ou qu'il parle la même langue, ou qu'il soit noir ou blanc. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que ce monsieur, pas cette femme, malheureusement, c'est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, chez les ibadites, les femmes, non, ça reste à sa place. Pour eux, cet imam doit être juste, réputé être juste, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, donc c'est un peu ce que les gens en pensent. Il doit être un bon religieux et il doit être un bon travailleur. C'est quelqu'un qui vit de son travail. C'est-à-dire, par exemple, dans les palmiers de Ghardaya, c'est lui qui ne fait pas ses propres palmiers, même s'il a des travailleurs par ailleurs, hein, c'est pas ça la question. Mais il faut qu'il travaille, il faut qu'il participe par son propre labeur, qu'il sache qu'est-ce que c'est la valeur du travail. Donc celui-là, il est obligé d'accepter d'être le chef si on lui est proposé. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'ils s'en foutaient que ça soit, comme je disais, quelqu'un d'origine iranienne, Ibn Rostom. Voilà. Donc les Rostémides de Tehert, qui était une civilisation quand même assez développée, du même prestige culturel et civilisationnel que Damas à l'époque ou que Bagdad, etc. Donc c'était quelque chose de vraiment brillant. Et pas seulement les Rostémides, toutes les dynasties qui avaient gouverné, pour faire court, en Afrique du Nord, n'étaient pas arabes, sauf les Arlabides de
Tunisie, qui était venu première fois en 642-643 avec la prise de ce qu'ils appellent Sbeitla. C'est une ville de Tunisie et qui sont restés à peu près 8 siècles. Ailleurs, les Arabes, ils ont conquis, ils ont mis quelqu'un, ils sont partis. Et la plupart du temps, ce n'était plus des Arabes qui gouvernaient, c'était directement des autochtones qui ont gouverné pendant toute cette période. Mais ils ont gouverné au nom de quoi? Ils ont gouverné au nom de l'islam, c'est-à-dire l'idéologie de la conquête, l'idéologie de légitimation de la conquête, et de la langue arabe. Donc la notion d'arabo-islamique était une notion qui était assez implantée dans les esprits. C'est-à-dire on ne pouvait pas imaginer à l'époque se définir autrement. C'était tellement... ça fait 8 siècles déjà à l'arrivée des Ottomans. Mais les Ottomans eux-mêmes, ils se sont présentés comme des continuateurs du califat islamique. Ceci étant dit, les contestations locales s'étaient exprimées à travers une espèce d'organisation en secte ou de schisme, pour le dire ainsi. C'est-à-dire, ils ont été des Kharijites. Kharijites, c'est un mouvement schismatique dans l'islam. Ils ont été fatimides, donc chiites, ils ont été, etc. Et bien évidemment, ils sont défendus aussi en tant qu'autochtones, mais toujours dans le cadre de l'idéologie arabo-islamique. J'ai en tête notamment Maysara al-Madrari, qui au 8e siècle avait fait de véritables massacres des armées arabes du côté du Maroc jusqu'à le shérif algérien, El-Aslam en Algérie, qui s'appelle la bataille des nobles, Ma'arakat al-Ashraf. Donc, il y a tout ça. Donc, les gens qui devaient prendre cette décision de l'avenir de l'Algérie indépendante avaient tout ça en arrière-plan de leur esprit. Il était un peu normal que des gens sautent sur l'idée d'arabo-islamisme et de république arabe, d'autant plus qu'ils avaient besoin de l'aide des Arabes. Qu'est-ce que c'était ces révolutionnaires algériens à l'époque? Il y avait beaucoup d'idées et très peu de moyens. Donc ce n'était pas évident face au colonialisme français et face aussi à l'alliance de l'OTAN. Donc voilà un peu comment c'est venu. Donc il y a un fond explicatif, historique, de la venue de ce modèle qui a fait problème jusqu'à aujourd'hui. Donc une fois qu'on a décidé que c'était arabo-islamique, il fallait écarter les autres, qui avaient plus, me semble-t-il, comme ça, c'est-à-dire quand on voit à rebours l'histoire, ces gens-là, c'était des médecins, c'était des avocats qui avaient fait le groupe de Idir Watani, c'était Sadaq Hajaras, et beaucoup de Sadaq Hajaras a été par la suite, vers la fin, et il a été le secrétaire général du Parti communiste et du PAGS par la suite. Il s'est arrêté au niveau du PAGS après c'est bon. Voilà, c'est pour vous dire à peu près comment ça s'est... comment vous dire? C'est-à-dire comment ça s'est détricoté. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait une espèce d'unité de façade. Les gens ont travaillé, par exemple, dans le cadre du FLN, y compris le courant communiste algérien, en gardant chacun ses spécificités, ses visions. Cette vision, elle a été un peu plus ou moins admise
pendant la guerre de libération nationale ou la préparation de la guerre de libération nationale, parce qu'on se disait que si on commençait à poser les problèmes d'ordre culturel, linguistique, etc., on n'en finirait pas. L'Algérie, c'est énorme comme espace géographique, comme superficie. Et la population n'était pas à l'époque très importante. Déjà maintenant, c'est 40 millions, 44 millions. C'est pas énorme, ça remplit pas tout cet espace. Vous voyez. C'est-à-dire que les gens étaient très distants les uns des autres. Les habitations étaient très loin, les agglomérations étaient très éloignées, etc. Et donc, il n'y avait pas le tissu social qui permettait, par exemple, la prise de la mayonnaise. Donc, il fallait... chacun vivait un peu comme il voulait, en ayant une idée de cette Algérie. Mais à l'indépendance, il n'y avait plus aucune excuse pour refuser l'acceptation d'une réalité historique qui a maintenant, on le sait, on le savait à l'époque aussi, le phénomène de la mazérité, il remonte à la civilisation saharienne, c'est-à-dire entre 7000 et 10 000 ans avant notre ère. C'est ça les fresques du Tassili. Et on va m'objecter le fait, oui, mais c'est pas Amazir, c'était saharien. Non, les noms de lieux, jusqu'à aujourd'hui, sont Amazir. Les noms des montagnes, les oronymes, les hydronymes, les noms de fleuves, enfin, il n'y avait pas de fleuves, c'est des petites rivières. Et c'est des noms qui sont des noms Amazir jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a bel et bien une continuité de cette époque. Ça a été démontré archéologiquement par Henri Lotte, par Malika Hachid surtout, dans un livre connu qui s'appelle Les Premiers Berbères. Donc, il y a effectivement cette continuité. Mais cette continuité en elle-même, on peut la retrouver aujourd'hui. On ne peut plus penser l'Algérie et la société algérienne sous la forme de l'un, comme diraient les philosophes. On ne peut pas dire l'Algérien est un. Il a une identité. Identité, c'est id est, c'est-à-dire il est ceci. Non, l'Algérien, il est plusieurs. Et c'est pour ça que dans ce livre, c'est ça qui a commencé, c'était le début de mon parcours dans le domaine de la sociolinguistique, mais aussi de ce qu'on appelle aussi la sociosémiotique. Je l'appelais, le titre de ma communication, je l'appelais à l'époque dialectique de l'un et du multiple. C'est-à-dire en réalité, on est multiple. On est multiple. Mais en même temps, on est un, puisqu'on réagit par rapport à notre avenir, par rapport à nos problèmes quotidiens, etc. On réagit comme le même peuple. Vous voyez, dans les années 90, lorsqu'il y avait le terrorisme islamiste à l'époque, eh ben, celui qui est à Tamanrast, c'est 2200 km, je crois, d'Alger. Les gens à Tamanrast, quand il y a un assassinat à Alger, ils réagissent là-bas. Où vous dites, pourtant c'est des Touaregs algériens, c'est clair. Mais les Touaregs, il y a 4 groupes, et l'essentiel est de l'autre côté. Ils sont au Mali, mais ils réagissaient quand même quand il y avait un assassinat au nord, etc. Donc le nord aussi réagissait quand il n'y en avait pas beaucoup d'assassinats au sud, mais en gros, il y avait une réaction d'ensemble. Donc il y avait un corps qui s'était formé à travers l'histoire, à travers les épreuves, et on a atteint quelque chose qui pourrait s'appeler aujourd'hui l'algérianité. Et une algérianité qui est faite de multiples.
crois qu'ici ça s'appelle la place de la diversité, n'est-ce pas? Donc on est en Algérie, on ne peut pas être en dehors de la diversité. On est obligé d'être dedans. Alors, pourquoi ça a fait problème? Pourquoi il y a eu malaise? Eh bien parce qu'on a continué la même politique du PPA-MTLD de l'arabo-islamisme. Et l'arabo-islamisme à l'époque qui était justifié par le fait que peut-être on voulait avoir l'aide des Arabes, qu'on n'a pas eu d'ailleurs, ça se justifiait un peu, peut-être parce qu'on ne voulait pas lever le couvercle sur la société algérienne qui était faite de multiples, effectivement. Peut-être ça se justifiait, mais après, non, ça ne se justifie plus. Il fallait affronter l'être national qui est un être fait de multiples. Donc vous avez non seulement la politique linguistique de l'État algérien, parce que c'est à travers la politique linguistique qu'on a construit un peu cette identité qui est une identité vraiment boiteuse, qui n'a jamais intéressé personne. On vous dit, on est obligé de créer en Algérie un homme nouveau, Rajoul Jadid. Il y a même une chanson d'un chanteur, je crois que c'est Boulifa, Rajoul Jadid, je suis un nouvel homme. C'était une période, je ne sais pas pourquoi l'Algérie serait nouvelle ou que l'Algérien serait nouveau. L'Algérien, c'est la continuité de lui-même à travers les âges, même au niveau inconscient, pas seulement au niveau conscient. Donc le fait d'avoir imposé cette politique de monolinguisme, alors pas seulement un monolinguisme comme l'ont fait les Français. Les Français, ils ont fait un monolinguisme à base du dialecte de Paris qui s'appelle le françois, qui s'appelait le francien, qui s'est appelé plusieurs fois. Il était sur le territoire. Nous, cet arabe-là, il n'est pas sur notre territoire. C'est-à-dire, ce n'est pas une langue parlée par une communauté linguistique. C'est-à-dire, cet arabe est un arabe qui n'est l'arabe de personne. Que je me fasse bien comprendre, il n'est même pas la langue arabe des Arabes. Ce n'est pas la langue de l'Arabie Saoudite, par exemple, ou des pays du Golfe. Ce n'est pas le leur. Ce n'est pas la langue qui est parlée, ce n'est pas la langue maternelle, ce n'est pas la langue naturelle dans laquelle s'expriment ces gens. C'est une langue qui s'est formée, une koiné, comme disent un peu, en jargon un peu rébarbatif. Donc c'est une koiné qui s'est formée au fur et à mesure de la révélation coranique qui a duré 22 ans. D'après ce qu'on dit. Je n'étais pas présent. 22 ans de formation, il a formé en même temps une pensée globale, mais il a formé aussi une langue. C'est-à-dire c'est une langue un peu spécifique à ça. En dehors de ça, ce n'est pas cela qui a été utilisé. Prenez par exemple la langue des philosophes arabes, des philosophes, qu'ils soient des philosophes athées, il y en avait beaucoup, ou des philosophes musulmans, donc croyants. Leur langue était légèrement assez différenciée, mais elle aussi c'était une langue élitaire. Mais quand même, il y avait une élite qui utilisait beaucoup ça. Alors que pour cet arabe dit classique ou dit fusha maintenant, c'était une langue qui s'est formée avec la révélation coranique, et donc dans le mouvement de la religion, et qui n'a jamais été pris dans la société. Les Arabes ne parlent pas cette langue, ils ne la parlent pas aujourd'hui non plus. Ils parlent leur langue, leur variété dialectale, régionale. Il y aurait eu à cette époque-là quelque chose comme 6 langues différentes qui étaient parlées sur le territoire de la péninsule arabique. Donc pour l'Algérie, ça posait un grave problème. C'est une langue qui est doublement déracinée.
Elle n'est pas enracinée dans son humus de locuteur d'origine, mais elle l'est encore moins chez nous. C'est-à-dire en Algérie, les gens ne parlaient pas cette langue. Bon, il y avait des imams, etc., qui connaissaient cette langue parce qu'ils l'utilisaient dans la religion, mais sorti de la mosquée, c'est terminé. Y a pas de, on ne l'utilise plus. D'autant plus que l'analphabétisme battait son plein à cette époque-là. Donc il fallait aller à l'école. Donc on nous a, pour le dire ainsi, la politique qui avait été établie, politique, j'allais dire, culturelle, identitaire et linguistique, qui est sortie des délibérations du PPA-MTLD, qui a imprégné toute la politique officielle de l'État algérien, j'allais dire un peu jusqu'à aujourd'hui, mais avec beaucoup de nuances, parce que les choses ont évolué. Cette politique-là a fait que les gens se sentaient mal chez eux. On me dit tu es arabe et en principe tu parles l'arabe et je ne parle pas l'arabe. Moi je suis kabyle, je parle kabyle. Mais je ne parle pas que des kabyles. Les kabyles le sentaient frontalement. Les autres, les arabophones, algériens qui ne parlaient pas cette langue non plus, ils ne la parlent plus, ne parlent pas aujourd'hui non plus, se sentaient aussi un peu offusqués. Quand on vienne leur dire que vous devez parler cette langue et que la langue que vous parlez au quotidien, c'est une langue qui est fautive. D'ailleurs, on ne manquait pas d'épithètes. L'aura amia, vulgos. Vulgos, c'est la même histoire que celle de la France. Hein. Les dialectes qui avaient été condamnés par la Révolution française comme de la réaction et qu'il fallait les combattre, etc., au profit d'une seule langue, parce que la vision de la philosophie du langage à l'époque, c'était des visions de un peuple, une nation, une langue. Donc, il n'y a pas plusieurs. Le pluralisme devait absolument être exclu. Donc, c'est ça qui a créé le malaise. Quand vous voulez chanter en kabyle, que vous vous trouvez mal dans votre société, que vous ne pouvez pas être écouté, ou en arabe algérien, même l'arabe algérien, on demandait aux gens, Driassa par exemple, qui était un chanteur populaire, qui chantait en arabe algérien, on n'en voulait pas beaucoup. Y compris la poésie populaire algérienne, qui n'est pas la poésie dite en arabe, déclamée en arabe algérien, mais c'est un arabe un peu rehaussé, un peu châtié. Eh bien, cette poésie-là, elle n'était pas vraiment admise. On préférait qu'elle n'existât point. Si ça n'existait pas, ce serait bien. Malheureusement, ça existait, ça fait partie des faits de notre société. Et voilà donc un problème parmi d'autres qui ont fait la question des malaises de la société algérienne. Est-ce qu'on est en train d'en sortir? On peut être optimiste et dire que oui, parce que vous avez deux façons de travailler les langues et les cultures d'un peuple qui est plurilingue et multiculturel. C'est d'un côté reconnaître ses langues maternelles. En Algérie, vous avez l'arabe algérien avec des marqueurs régionaux. Par exemple, ici dans la salle, s'il y a quelqu'un d'Oran, il parle une minute, peut-être même moins, je saurais qu'il est d'Oran. Ou quelqu'un qui est d'Annaba, il suffit qu'il parle un tout petit peu, je saurais qu'il est d'Annaba. Donc, il y a des marqueurs, c'est comme ça qu'on les appelle en sociolinguistique, il y a des marqueurs régionaux. Mais la langue est partout la même. Donc, on peut se comprendre partout en Algérie avec cet arabe algérien. Mieux que ça, moi, quand je voyageais à l'époque au Maroc ou en Tunisie, je parlais mon dialecte local, donc l'arabe de Tizi Ouzou. C'était l'arabe algérien de Tizi Ouzou, de la ville de Tizi Ouzou. Je suis natif de Tizi Ouzou. Vous voyez, on comprend les Marocains
comme on comprend les Tunisiens. On les comprend sans faire beaucoup d'efforts. Mais à un certain moment, bien évidemment, on doit établir ces repères. L'autre problème qui vient s'ajouter à compliquer un peu la sauce, c'est la dimension amazigh, qui est la dimension un peu marquante de l'identité, on l'appelle maghrébine, malgré les oppositions des uns et des autres par rapport à ce terme, ou d'Afrique du Nord. Alors cette dimension-là, elle a toujours été en arrière-plan. Des fois, elle prenait le devant, et les gens la revendiquaient aussi. Mais par moments, elle est réprimée, donc elle disparaît. Mais il y a eu quand même, depuis 1995, en Algérie, une tentative de reconnaissance par l'État algérien de cette dimension en mettant en place une institution, le Haut Commissariat à la Mazirité, 1995, sous la tutelle directe de la présidence de la République. C'est pour lui donner une hauteur institutionnelle qui lui permette, soi-disant, c'est-à-dire d'agir dans le cadre de la société avec beaucoup d'autorité. Voilà, en 1995. En 2000, Tamazight a été déclarée langue nationale. En 2016, elle a été déclarée langue officielle. Donc ça, c'est le côté légal, parce que le statut légal est important pour les langues, mais aussi pour les cultures qui vont avec. L'autre dimension qui est exigée par les processus de normalisation, c'est ce qu'on appelle le travail sur le corpus, le travail sur la langue, parce que c'est des langues qui étaient restées dans un état un peu en dehors de ce qu'on appelle le domaine formel, c'est-à-dire de la pensée élaborée, de la philosophie, de l'école, de la politique, de l'administration. Donc on a de la peine à les utiliser dans ces domaines, ce qui est un peu normal. C'est le cas de toutes les langues, c'est pas seulement celle-là. Eh bien, c'est ça qui traîne. Donc, en 2016, on a décidé de faire une académie de langue amazigh. On a repris ça en 2018. La loi a été publiée. Et bien évidemment, les gens de l'académie ont été nommés par décret, présidentiel évidemment. Donc, le mode de nomination le plus élevé dans l'État algérien. Et par la suite, plus rien. Point d'académie. On a fait tout ça. Et ensuite, plus rien. Ça a disparu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements entre-temps. Alors, il y a ça. Il y a donc ce qui vient de l'État, du politique, de la gestion de l'administration algérienne. Mais il y a ce qui vient aussi de l'autre côté, parce qu'on refuse de reconnaître la pluralité des variétés de Tamazight. Quand on dit Tamazight, on suggère aux gens qu'il y a une seule langue. Et cette suggestion elle-même est quelque chose d'un point de vue scientifique, et c'est quelque chose d'assez grossier. Par rapport à la réalité, il y a une pluralité. Moi, je suis kabyle, je suis kabylophone, je parle kabyle, mais je ne parle pas chaouia. Le chaouia, c'est une autre variété de langue. Le mozabite est une autre variété de langue. Le touareg, c'est une autre variété de langue. On peut continuer comme ça. Le chenoui, donc du côté de Tipaza, etc., c'est une autre variété de langue. Au Maroc, la variation elle est très très importante. On compte à peu près 3 grandes familles de variétés. Vous avez ce qu'ils appellent le tamazight, comme par hasard, n'est-ce pas? Mais c'est son appellation locale, naturelle. Chez nous, non, c'est une appellation qu'on lui a collée.
Et vous avez le Tachelhit, dans le sud, où il y a la plus forte communauté de berbérophones ou d'amazigophones marocains. Et vous avez, dans le nord du Maroc, le Rif, où vous avez le Rifin. Le comble, c'est que dans le Rifin, il y a déjà au moins 7 variations, 7 variétés différentes. La variation dans les langues, elle est naturelle. Là où elle varie le moins, c'est lorsque elle est la langue d'un pouvoir. Donc, il est la langue d'une administration. Et l'administration, elle a des armées de grammairiens, de lexicographes, de lexicologues, etc., qui vous obligent à ce qu'on appelle la correction. Donc, ne dites pas ceci, dites cela, etc. Tout le monde a fait ses cours de grammaire de langue française, donc tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est cette variation qui s'accompagne pas seulement d'une variation linguistique ou sociolinguistique, elle s'accompagne d'une variation au niveau culturel. Et c'est là que les gens se trompent. Ils pensent qu'il suffit, par exemple, de changer quelques mots ou quelques sons pour pouvoir faire une intercompréhension entre un kabylophone et un mozabitophone. Moi, les mozabites, ce sont mes amis. Je suis reçu chez eux très bien et tout. Je ne parle pas leur langue. Je peux comprendre, mais je ne parle pas leur langue. Eux, ils comprennent le kabyle. Pourquoi? C'est très simple, parce que les kabylophones, c'est la plus grande communauté de locuteurs de berbères ou de tamazight en Algérie, et les kabyles dont je suis se retrouvent dans tous les échelons de l'administration de l'État algérien. Ils sont partout. Ils sont dans les postes de ministres, ils sont dans les postes économiques, financiers, dans les postes d'influence, ils sont dans les services de sécurité, ils sont dans l'armée, ils sont un peu partout. Ce qui est exactement le contraire pour nos concitoyens mozabites. Les mozabites, ils sont nulle part. Ils ont décidé, pour des raisons qui leur sont propres et qu'on peut expliquer si on a le temps, ils ont décidé qu'ils devaient être fidèles uniquement à leur structure traditionnelle. Les gens qui connaissent les structures traditionnelles du Mzab savent que ce sont des structures qui sont un peu en parallèle avec les structures de l'administration algérienne. Donc ils sont un peu en parallèle, mais ils ne sont pas en rupture. Et il y a bien évidemment des passerelles et des relations. Au point où, à un certain moment, ils ont continué une tradition qu'ils avaient commencé avec la colonisation française, où ils n'envoyaient pas leurs enfants pour le service national. Ce n'est plus le cas, bien sûr. Mais ils n'envoyaient pas leurs enfants. Parce qu'il y avait un accord avec l'administration française à l'époque. Nous, on ne va pas vous combattre, mais vous ne prenez pas nos enfants. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants combattent nos concitoyens. Ils sont dans un lieu complètement désertique. Ils n'ont nul lieu où se cacher. Il y avait un drame, un véritable massacre qui avait été commis à la Gouate, c'est-à-dire à quelques 200 kilomètres de là-bas. Et c'était un massacre vraiment terrible. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien contre l'armée française. Ils ont négocié une manière de survivre, un modus vivendi. Bon, vous venez si vous voulez, vous passez par là, on ne va pas vous combattre, on ne va pas vous dénoncer, mais vous, évidemment, vous ne prenez pas nos enfants parce que nous ne voulons pas rentrer en conflit avec nos concitoyens. Donc la tradition a presque continué après. Vous voyez, je donne le Mzab comme exemple. De non-intégration dans la société algérienne post-indépendance,
jusqu'à un certain degré dans l'administration, etc. Ce n'est pas le cas des Kabyles, c'est pour ça que les Kabyles avaient beaucoup plus d'influence dans l'administration algérienne et dans l'économie algérienne. Alors, on oublie donc du côté de la revendication amazigh que cette amazirité est plurielle. Elle est plurielle au plan culturel. Les Mozabites sont ibadites. Le reste de la société algérienne, il est sunnite. Et c'est pas fait pour bien s'entendre. Alors que certains de leurs leaders, Cheikh Biour, entre autres, il y a le propriétaire d'une bibliothèque, Cheikh Tfiyish, à Gardaïa, qui était très proche dans leur façon de concevoir la vie que les oulémas. Ils étaient même un peu membres, Moufdi Zakaria a aidé, etc. Mais ce sont des cas, vous voyez. Donc il y a une différence linguistique claire, et il y a une différence culturelle qui est liée au mode de vie, qui est un mode de vie oasien chez eux. Et au nord, par exemple, chez les Kabyles, c'est pas l'oasis quand même. C'est la verdure, c'est l'eau, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, etc. Donc il y a ça. Il y a, je prends ces deux cas, mais tous les cas sont comparables. Vous voyez, les Chaouiers, c'est la même chose. Et ils n'ont pas été appelés Chaouiers par hasard. C'est parce que c'était des éleveurs de chèvres. Donc on les appelait comme les Kurdes. Kurde, ça signifie pasteur, berger. Chaouia, ça existe au Maroc. Là, j'étais étonné. Il y a des Chaouia. Ils ne parlent pas la même langue. En fait, non, ils s'adonnent au même mode de vie. Donc c'est cette variation d'ensemble qui n'est pas prise en compte, ni par le côté officiel, donc les gestionnaires de l'État, ni par la revendication amazigh, j'allais dire jusque-là. Maintenant, les gens, ils ont compris quand même il y a des différences et qu'il faut commencer à revoir cette question. Peut-être c'était l'une des raisons qui ont fait que il n'y a pas eu jusque-là une stabilisation de la question des représentations identitaires, parce que l'identité, ça n'est pas vraiment ressembler à une photo. Photo d'identité, c'est pas vrai. On évolue tous les jours, y compris dans ses idées. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on peut exhumer comme ça, sédimenter dans un truc... c'est pas ça l'identité. L'identité, c'est tous les jours que ça change, et ça change sur certains aspects, et elle garde cette... mais l'individu se représente son image comme si c'était la continuité. Moi, je dis souvent que je ne ressemble pas beaucoup à mon père. J'ai les traits de mon père. C'est au moins ça, n'est-ce pas? Mais mon père était paysan, il était analphabète, je ne suis pas paysan et je ne suis pas analphabète. Déjà, il y a de grosses différences, déjà à ce niveau-là. Mais, donc, est-ce que moi je suis identique à mon père? Je ne pense pas. Mais évidemment, j'ai ces gènes. Donc, sous cet aspect-là, je ne sais pas, est-ce que j'ai parlé beaucoup? Moi, je pourrais vous parler pendant des jours là-dessus. J'ai 69 ans, ça fait au moins 44 ans que je parle de ces questions-là. J'ai essayé de tracer un peu les difficultés de construire une identité homogène. C'est en réalité l'impossibilité de construire une identité homogène dans le sens propre du terme, au sens philosophique du terme, exactement comme en France. On ne peut pas, malgré le fait que les Français franchouillards et
et il y a une espèce d'idée de francité qui est là. Ça n'empêche pas que dans les régions, les gens peuvent sentir des différences par rapport à Paris ou par rapport à d'autres régions. Je ne connais pas bien cette région, c'est la première fois que je débarque, je ne connais pas très bien, mais il y a certainement des différences. Ceci dit, la notion de dialectique de l'un et du multiple est le meilleur moyen. La notion de citoyenneté qui a été, elle aussi, inventée dans la foulée de la philosophie des Lumières, est une notion qui est intéressante parce que la notion de citoyenneté, elle implique une dimension d'identité, c'est-à-dire de ressemblance, et en même temps une dimension de différence. C'est-à-dire j'ai le droit d'avoir ma différence. Même si Coluche disait à un certain moment, mon ami, pourquoi ta différence est si différente de la mienne? Mais bon, voilà, donc l'objectif pour nous, c'est-à-dire en Algérie, si on veut qu'on atteigne un calme identitaire, parce qu'il faut bien passer à autre chose, c'est de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Nous sommes des citoyens, il y a des choses qui nous réunissent dans le cadre d'un État, parce que le mode de vie dans les États-nations a commencé depuis peut-être le XVIIe, XVIIIe siècle, et ça continue, le mode d'État-nation, en dépit de l'ultralibéralisme qui ne reconnaît pas les frontières, qui ne reconnaît pas les identités, il ne reconnaît que le marché, que l'universalité du marché. Et ceci n'a pas empêché que des gens réagissent comme des nations ou comme des ethnies, etc. J'espère avoir suscité des débats en vous, des questions. Et merci beaucoup de m'avoir supporté pendant tout ce temps-là.